Donc, c'est pas Monsieur Chaussade comme hier, c'est Jérémy qui fait le cours avec moi, pardon. Donc, les objectifs, c'est d'essayer de vous faire comprendre l'intérêt de la caractérisation endoscopique. Pourquoi c'est intéressant, devant une lésion, de prédire son histologie et de choisir le traitement en même temps. Il y a un truc capital de la gastro, c'est qu'il n'y a pas 50 spécialités pendant lesquelles vous commencez avec un malade qui est asymptomatique, qui se plaint de rien, vous allez trouver une lésion, en prédire l'histologie et choisir le traitement pendant la même anesthésie. Le chirurgien, en général, il regarde les images avant, il discute avec le patient, il sait ce qu'il va trouver et il va à peu près faire l'intervention qu'il avait prévue avant de venir le matin. Vous commencez une colo, il va falloir, pendant l'intervention, trouver la lésion, premier temps, détection, et deuxième temps, choisir si cette lésion, elle ne doit pas être enlevée parce qu'elle n'a pas de risque néoplasique, elle doit être enlevée par vous parce que vous êtes tout à fait capable de l'enlever comme il faut et ça suffira pour cette lésion-là, ou s'il faut l'envoyer à quelqu'un d'autre, et le choix, ça va être l'envoyer à un endoscopiste interventionnel parce que l'endoscopie est capable de guérir le malade, ou l'envoyer au chirurgien avec curage parce que c'est déjà une maladie régionale et ça sert à rien d'enlever que la maladie locale quand il y a un risque ganglionnaire derrière. Donc cette caractérisation, elle est propre à notre spécialité et elle fait la force de l'endoscopiste gastro-entérologue qui fait le diagnostic et le traitement dans le même temps. Et elle va un peu contre cette volonté des chirurgiens de faire le thérapeutique à la fin quand vous avez fait le diagnostic pour juste aller enlever la lésion sans la regarder, sans vraiment prédire ce qui va se passer. Il y a des enjeux qui sont à différents niveaux, Jérémy a commencé à vous le dire. Le premier enjeu, c'est de différencier les hyperplasiques simples qui ne dégénèrent jamais des petits adénomes qui ont un risque de dégénérescence à long terme. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, on fait analyser des tonnes d'hyperplasiques à nos anapathes. Les Américains ont évalué que, en gros, enlever les hyperplasiques, ça revient à 13 $ par coloscopie sur l'année. Donc ça fait des millions de dollars à la fin de l'année, vu le nombre de coloscopies qu'on fait. Donc l'objectif de l'ESGE, et c'est déjà marqué dans les recommandations, c'est qu'on arrive à prédire la nature hyperplasique dans plus de 95% des cas, pour dire c'est un hyperplasique, je l'enlève pas, je ne risque rien, et surtout j'arrête de l'envoyer en anapathe pour dépenser des sous. D'accord? Donc un des enjeux, ça va être cette stratégie, c'est déjà marqué dans la reco SGE de cette année, je vois un hyperplasique, je le reconnais endoscopiquement, je ne le touche pas, et je ne l'envoie surtout pas en anapathe par le fait. Les petits adénomes maintenant, le risque d'avoir un cancer dans un petit adénome de moins de 10 mm, c'est 0,5% à peu près. Donc, à terme, mais on n'en est pas du tout là dans la pratique, il faudra qu'on soit capable de dire c'est un adénome, j'en suis sûr, je n'ai pas de doute, je l'enlève pour que le malade soit guéri, mais j'arrête de l'envoyer en anapathe pour ne pas dépenser 99,5% de cas où je vais faire une anapathe, alors que finalement je sais déjà que c'est un adénome en regardant avec mon endoscope. D'accord? Donc ça c'est la stratégie resect and discard, je résecte mais je n'envoie plus à l'anapathe en me basant sur mon diagnostic endoscopique. Ça demande d'être bon à plus de 95% dans la prédiction de la nature adénomateuse. Les Hollandais, très pragmatiques, ont fait une étude, jour 2018, en Hollande, qu'est-ce qu'on est capable de faire? 65% à peu près de bonne prédiction du caractère adénomateux. Donc tout de suite, on n'est absolument pas capable de se baser sur notre prédiction endoscopique, sur notre niveau actuel. Mais ça va venir, c'est déjà inscrit dans les recos SGE pour l'avenir quand on aura progressé. Et en plus, il y a deux étapes. Il y a l'étape, nous, c'est plus intéressant de passer du temps à réséquer des hyperplasiques pour rien, d'analyser, de perdre du temps à l'analyse du polype, etc. Et puis il va y avoir l'étape où à un moment, certains vont savoir le faire, d'autres n'auront pas voulu prendre la peine de se former, les tutelles, elles l'imposeront. Si un jour, on est très nombreux, à plus de 90%, les tutelles, elles l'imposeront, elles vous diront, mais ok, si vous analysez, ça sera pris sur votre tarif de remboursement de la colo, tant pis pour vous, parce que vous envoyez un apathe alors que vous devriez être capable. Donc c'est les deux intérêts, il y a l'intérêt direct, et puis un jour aussi, pour tous ceux qui vont dans le libéral, ça peut arriver. Parce qu'on a les moyens, si on se forme, d'y arriver. On a les moyens. Alors le dernier prérequis que Mathieu dit pas, et qui est un vrai prérequis qui pose problème, et c'est là où vous allez devoir vous battre, c'est que pour faire ça, il faut des endoscopes de dernière génération. Et donc il va falloir se battre dans les structures aussi, et ça il n'y a que vous, il va falloir leur imposer que les endoscopes soient renouvelés à temps utile et qu'il faut des endoscopes de génération. C'est dur qu'on peut pas faire ça, vous avez vu les photos de Mathieu, c'est des photos avec des Olympus 190 qui sont sortis en 2013 ou des Fuji BLI qui sont sortis il y a 1 an et demi, c'est pas possible avec des endoscopes qui ont 10 ans. Et donc ça c'est l'étape aussi difficile, mais peut-être que le fait d'imposer des recommandations sur ça va imposer aussi par conséquence que les hôpitaux et les cliniques nous mettent des endoscopes de bonne qualité parce que les guidelines diront que il faut arrêter d'envoyer l'anapathe et donc pour arrêter d'envoyer l'anapathe, il faut avoir le matériel adéquat. Donc les autres types de lésions, il y a les lésions festonnées-sessiles. Quand vous reconnaissez une lésion festonée-sessile dans un côlon droit, le risque qu'elle contienne un vrai cancer invasif, pareil, moins de 0,5%. Donc
Une festonnée sessile, ça s'enlève pour qu'elle arrête d'évoluer, mais ça s'enlève en faisant plusieurs morceaux s'il faut. Enfin, on n'a pas besoin de prendre les référentiels extrêmement élevés, la dissection, des marges de sécurité et tout ça. Il faut enlever complètement. C'est pareil pour l'adénome simple, il faut enlever tout le tissu adénomateux, mais s'il faut faire 2 fragments pour être plus sûr pour le patient et éviter de perforer, eh ben c'est ça la meilleure solution, c'est le moins morbide tout en enlevant tout le tissu néoplasique, donc il faut être complet sans forcément être R0. Par contre, quand on rentre dans le cancer, là on va finalement exiger une résection parfaite avec des marges de sécurité. Si c'est un cancer superficiel de moins de 1000 microns, qui n'envahit pas la sous-muqueuse sur plus de 1000 microns, son risque de ganglion métastatique est de 0%. Dans ce cas-là, c'est une maladie locale. Le meilleur traitement, ce sera la dissection endoscopique pour avoir une seule pièce, des marges de sécurité, une bonne analyse anapathe, mais ne pas faire opérer pour rien le malade parce que ça ne sert à rien. Au contraire, si on reconnaît un ADK profond, le meilleur traitement, ça va être la chirurgie avec curage, puisque c'est au moins une maladie régionale, on va aller enlever aussi les ganglions qui sont potentiellement envahis dans lesquels se baladent des cellules tumorales. Et pour tous ceux qui en doutent, il n'y a plus de doute scientifique en 2018, parce qu'on a encore des gens qui nous disent « vous nous emmerdez avec vos dissections sous-muqueuses, etc., vos trucs, je fais opérer le malade, ça se passe bien ». Dans toutes les études qui sortent, il en sort entre 5 et 10 par an, de toutes les équipes, même nous on a repris nos données locales dans un CHU avec des chirurgiens qui savent faire, la chirurgie même par voie laparoscopique dans le côlon, c'est une durée moyenne de séjour entre 6 et 10 jours, c'est un coût entre 10 et 12 000 euros, c'est une morbidité entre 15 et 30%, et c'est une mortalité entre 1 et 3%. La dissection sous-muqueuse, c'est une mortalité nulle, c'est une morbidité aux alentours de 10%, qui n'est pas la même morbidité que la chirurgie évidemment, et c'est une durée moyenne de séjour de 2,5 jours, un coût de 3 500 euros pour la Sécu. Donc, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il ne faut plus faire opérer un polype résécable en 2018. Tous les 150 km en France, vous avez un centre expert qui est capable de réséquer des grosses lésions par voie endoscopique. Partout. Donc, il faut faire traiter les malades comme ça. Et même si le transport, il ne vous coûtera pas l'écart de finance entre la chirurgie à 12 000 euros et l'endoscopie à 3 500 euros. Donc, finalement, on a décidé avec la CRD de la SFED, enfin, on a essayé de vous couper les lésions en 5 différentes histologies avec des critères un peu différents de diagnostic. Et on va se retrouver avec 5 catégories. Les hyperplasiques simples qui dégénéreront jamais, donc qui ne justifient pas de résection. Les adénomes et les lésions festonnées qu'il faut bien reconnaître, mais qui ont rarement du cancer à l'intérieur, donc qui peuvent être réséqués en monobloc si possible, bien sûr, mais sinon en piecemeal, sans prendre des risques inconsidérés. Les cancers superficiels ou les adénomes à haut risque doivent être réséqués R0 avec des marges de sécurité. Et enfin, l'ADK profond, là, ce qu'on a appelé nous Connect 3, c'est la chirurgie avec curage. Donc, les techniques de résection, vous connaissez ça très bien, mais juste quelques définitions. Quand il y a un pied, on parle de polypectomie, et le problème est un peu différent pour les lésions non planes. On a tendance à beaucoup enlever et à réfléchir sur anapathe parce que c'est pas facile à prédire et parce que c'est facile à enlever avec des marges de sécurité. Donc on va beaucoup plus facilement à la résection sur un pédiculé que sur une lésion plane. Donc ici on va surtout parler des lésions planes, c'est pour ça que toutes les classifications ont été faites. Quand on a une lésion plane, il y a une définition qui est très importante, c'est la notion de en bloc, un seul fragment, voilà. Et à l'intérieur de ce en bloc, on a soit une résection qui est R0, là à gauche, ma flèche disparaît, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, s'en va. R0 à gauche, on a une résection en un seul morceau, et en plus, on a une couronne de sécurité autour qui va permettre à l'anapathe d'affirmer que vous avez tout enlevé, et donc d'éviter un contrôle pour le patient. Au contraire, si on a touché un des bords de la lésion, on appelle ça R1, et là l'anapathe ne peut pas conclure, et les recommandations européennes, c'est de retourner voir dans les 6 mois si vous n'avez pas laissé du tissu néoplasique. On ne le fait pas pour toutes les mucoses d'1 centimètre où les anapathes ne nous répondent pas. Hein. Mais en théorie, il faudrait, après toute mucose, c'est ce qui est écrit, retourner dans les 6 mois, voir si vous n'en avez pas laissé sur les bords. Sachant qu'il y a un autre problème, et c'est l'étape d'après, on y bosse aussi avec eux, c'est que tout ça ne va que dans un partenariat étroit avec l'anapathe, avec des comptes rendus d'anapathe de qualité. Malheureusement, on reçoit au quotidien des secondes avis de collègues qui nous disent « qu'est-ce que je fais, voilà l'anapathe d'un polype ?» et on est incapable de donner notre avis parce qu'il n'y a pas même pas la moitié des critères histologiques qu'il faudrait savoir pour prendre une décision thérapeutique pour le malade. Donc on bosse aussi en parallèle avec des anapathes spécialisés pour qu'ils forment les anapathes aussi à ça, qu'ils arrêtent juste de répondre « ok, polype, adénome ». Ça n'existe plus, ça devrait plus exister. Adénome, marge de temps, cancer, infiltrant à temps, avec marge pour le cancer de temps, marge pour l'adénome de temps, il y a des guidelines. Pour les polypes de plus de 2 cm, vous savez que c'est quasi, enfin, dans la littérature, c'est moins de 60% de résection en un seul morceau. Voilà.
Donc très fréquemment, on est obligé d'utiliser la mucosectomie piecemeal. La mucosectomie piecemeal, c'est tout à fait satisfaisant s'il y a de l'adénome partout sur la pièce. Parce que finalement, enlever un adénome en plein de morceaux, c'est pas grave. On n'a pas besoin de savoir s'il y a de l'infiltration parce qu'il n'y en a jamais dans un adénome, etc. Par contre, plus embêtant, s'il y a un foyer de cancer à l'intérieur de la pièce et qu'un de vos morceaux de mucosectomie passe en plein milieu de ce foyer de cancer, en général, c'est pas défendable en RCP de dire on va voir si le malade en fait était un infiltrant, si il va faire la récidive ganglionnaire dans quelques temps, etc. Donc en RCP, foyer de cancer coupé en 2 morceaux, généralement, ça se termine en chirurgie de précaution avec curage pour ne pas laisser une lésion potentiellement évolutive. C'est discutable maintenant avec des intramuqueux, tout ça, on discute en RCP. Mais clairement, ça fait pas très propre. Cancer pas réséqué complètement, on ne sait pas trop la profondeur d'invasion, on laisse et on verra, c'est pas vraiment défendable. Du coup, la solution, c'est la dissection, effectivement, parce que là, on va avoir une pièce en un seul morceau, une marge de sécurité tout autour, et un anapathe qui conclut précisément à la profondeur d'invasion, à la présence ou non d'un embole, à la présence ou non de budding, là, l'espèce de florissement à distance de la lésion de petites cellules tumorales, et à la présence d'une différenciation importante ou non. Donc la dissection, ça offre cette qualité au prix d'une morbidité plus élevée, d'un coût plus élevé, etc. Et ça reste à démontrer qu'on rend vraiment service aux gens avec ça. Les classifications que vous connaissez déjà. La classification de Paris, on va insister vraiment sur ce qui est pertinent cliniquement. Quand c'est plat ou surélevé, en gros, c'est pas prédictif d'un risque très élevé de cancer. Voilà. Donc toutes les lésions qui sont plutôt surélevées, elles sont moins inquiétantes qu'une lésion qui est en partie déprimée, qui doit faire rechercher des arguments pour un cancer superficiel, et pire, une lésion qui est ulcérée, qui va dans le muscle, où on voit le plan musculaire. Là, c'est sûr, c'est du cancer profond, c'est pas pour nous, c'est de la chirurgie, ou de la chimio, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, une résection endoscopique ne va pas guérir le malade, parce que c'est plus une maladie locale. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir dans Paris, c'est légère dépression, attention, vraiment, ça peut être du cancer superficiel, je m'attaque pas en piecemeal à une lésion déprimée, et ulcère, c'est pas pour moi, c'est pour le chirurgien, je fais une biopsie avant de référer au chirurgien. Et la petite astuce, parce que souvent la question c'est comment on fait la différence entre une pseudo-dépression et un ulcère, c'est l'épaisseur d'une pince à biopsie fermée. Si le cratère est plus épais qu'une pince à biopsie fermée, c'est un ulcère, c'est 2,5 mm. Si c'est moins qu'une pince à biopsie fermée, c'est une pseudo-dépression. Ensuite, la classification de Kudo, qui date de à peu près 2006-2005. Là aussi, on va essayer d'être pertinent et d'insister que sur les éléments importants. Un truc majeur, c'est les festonnés ont une caractéristique particulière, ils ont des cryptes élargies dont le fond est noir. Il n'y a qu'eux qui ont ça, et on le retrouve dans presque toutes les lésions festonnées sessiles. Donc si vous retrouvez ce critère-là, vous avez votre diagnostic de festonné, c'est pathognomonique. D'accord ? Donc c'est ce qu'ils ont appelé le type 2O de Kudo a posteriori, mais c'est une crypte ronde, élargie, dont le fond est noir. Ça, c'est caractéristique de la lésion festonnée sessile. Au contraire, l'hyperplasique simple a une crypte qui est plutôt étoilée, en général blanche au fond. L'adénome simple va avoir soit des petits points très petits, soit des cryptes allongées, soit carrément des cryptes branchées les unes aux autres qui ressemblent à un cerveau. Quoi qu'il en soit, c'est régulier ce relief. Et ça ressemble quasiment à des formes géographiques qui s'imbriquent les unes dans les autres. On est tout à fait régulier. Quand on passe dans le cancer, 2 notions possibles. Soit j'ai des zones complètement amorphes, où je ne vois plus aucun relief muqueux, on est dans le cancer profond. Et si on regarde une coupe anapathe de ces tumeurs-là, c'est une boule tumorale en fait. Il n'y a plus aucune organisation en structure colique, on a une boule de tumeur, et donc la surface est plus ou moins lisse. De temps en temps on a un relief, de temps en temps on n'en a pas, mais en tout cas on a des grosses zones amorphes. Au contraire, dans le cancer superficiel moins de 1000 microns, généralement on a toujours un relief muqueux. Même s'il est très irrégulier, très anarchique, qu'il n'y en a pas un qui ressemble à son copain d'à côté, il est encore présent, on n'a pas de zone amorphe. On va vous montrer des exemples. Ce qu'on aime bien dire à nos internes, pour résumer, parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup de classifications, qu'on se mêle les doigts, mais pour un peu toutes les classifications c'est la même chose, je n'ai aucune irrégularité, c'est de l'adénome. J'ai des irrégularités, mais avec une persistance d'un réseau vasculaire ou de glandes, c'est du cancer débutant. J'ai plus rien, j'ai des irrégularités complètes, j'ai plus de zone, c'est du cancer profond. Et l'autre petit commentaire que je voulais faire qui est hyper intéressant pour vous dire la performance des endoscopes, les dark spots, les points noirs que vous décrit Mathieu pour les festonnés sessiles, ça a une correspondance histologique. Ce sont les glandes qui sévèrent sans doigt de gant. C'est comme ça que les anapathes posent le diagnostic de l'adénome festonné, de lésion dentelée. Et donc en fait, c'est ça qu'on voit avec nos endoscopes tellement ils sont performants. Donc, pareil pour la classification de Sano, on va avoir exactement les mêmes constatations, Jérémy vient de vous le dire. Quand c'est régulier et que ça suit les cryptes muqueuses, on est plutôt dans l'adénome.
Quand c'est irrégulier avec aucun vaisseau qui a la même taille, des vaisseaux tortueux qui se déforment, etc., on est dans le cancer superficiel. Quand on a des zones complètement avasculaires, on est dans le cancer profond. De temps en temps, il y a un gros vaisseau tumoral qui arrive à la surface, qui est 4 fois plus gros que les autres, et à côté, on n'en a plus du tout. On est dans le cancer profond. D'accord ? Donc, pareil que tout à l'heure, relief absent, vasculaire, cancer profond. Relief présent mais irrégulier, cancer superficiel. Relief présent et régulier, plutôt adénome. On rentre dans la difficulté. Jusqu'à maintenant, donc, on vous a parlé de critères qui étaient visibles pour différencier un adénome, un cancer superficiel et un cancer profond. Il y a une autre notion qui est très importante, c'est que même si vous ne voyez pas de cancer superficiel, c'est-à-dire que même si le relief est partout régulier, la forme macroscopique d'une grosse lésion de plus de 1 cm peut vous orienter sur son histologie et sur la présence de cancer. Quand on prend une LST granulaire comme ça, qui a plein de granules de petite taille, qui ont toutes à peu près la même taille, on est à moins de 1% de cancer invasif. Donc, on peut se permettre de réséquer cette lésion-là en mucosectomie piecemeal parce que finalement, on ne va jamais passer à côté du diagnostic de cancer sur cette lésion-là, ou presque jamais. Au contraire, si vous avez un nodule qui tranche avec le reste de la lésion, qui est complètement différent du reste, là-dessous, on va avoir un risque de cancer qui est corrélé à la taille du nodule. S'il fait, s'il fait à peu près 1 cm, on est à 8%. S'il fait plus d'1 cm, on est à 18% de risque de cancer invasif, qui généralement est sous le nodule. Donc là, c'est assez facile de le repérer, il va être sous votre nodule. Il y a toute la discussion, est-ce qu'on peut éventuellement faire du piecemeal en prenant le gros nodule en un seul morceau pour l'avoir complètement ? Oui, c'est un peu mieux que de faire de la muco en coupant au milieu du nodule. Mais il y a de fortes chances que vous ne soyez pas assez profond sous le nodule, qu'on perde l'information en bol, que machin. Donc, c'est mieux que rien, mais c'est probablement pas parfait non plus. Quand on a une zone de dépression à l'intérieur d'une LST granulaire, 87% de cancer invasif profond dessous. Donc là, ça se discute. Les Japonais font plutôt dissection pour sauver 13% de malades de la chirurgie inutile. Voilà, là c'est discutable, quoi. Quand 90% des gens auraient mieux fait d'être opérés, on peut discuter est-ce qu'il ne faut pas mieux envoyer d'emblée au chirurgien ou tenter la résection endoscopique. C'est pas complètement tranché. Maintenant, on va dans les LST non granulaires. Ce type particulier là, que les Japonais disaient qu'on ne voyait jamais en Europe, en fait on en a plein nous aussi, hein. Enfin, ça se voit très fréquemment. Quand la LST est non granulaire, toute lisse, mais qu'elle est discrètement surélevée, 17% de cancer invasif profond quand on est à moins de 2 cm. Quand on dépasse 2 cm. Si la LST est pseudo-déprimée maintenant, qu'au milieu elle fait une espèce de cupule, 47% de cancer invasif. Donc, attaquer en muco une LST non granulaire pseudo-déprimée, dans un cas sur 2, vous allez avoir le diagnostic cancer, vous ne saurez pas comment vous l'aurez enlevé, vous référerez votre malade au chirurgien derrière. Donc, pour ces lésions-là, clairement, là, il n'y a pas de discussion possible, c'est dissection. Et, contrairement au nodule où on sait que le foyer d'invasion est sous le nodule, pour les LST non granulaires, c'est multifocal et non prévisible. Donc vous ne savez pas où va passer votre foyer. La grosse difficulté de ces LST non granulaires, c'est un peu finalement comme les festonnés de l'autre côté, c'est surtout de les trouver. Et on voit bien qu'on a des correspondants qui en trouvent tout le temps, d'autres jamais. Et donc, on a nos collègues aussi dans le service qui en trouvent tout le temps, d'autres jamais. Donc ça veut bien dire que la difficulté, c'est de les trouver, et c'est là où il faut se former. Ça sert aussi à ça de voir ces lésions-là, parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc quand on n'en a pas trop vu, avant les festonnés, pareil, on n'en parlait jamais. Et maintenant qu'à force de voir dans les congrès qu'on parle de festonnés, je suis sûr que vous en trouvez de plus en plus, parce qu'on sait ce qu'on cherche. Et donc c'est exactement la même chose. Il y a aussi un problème de détection. Donc on va vous présenter maintenant les lésions une par une pour essayer de vous exposer leurs critères. Le polype hyperplasique simple, généralement, il fait moins de 10 mm, il est petit. Il est en général discrètement surélevé ou plan. Vous aurez tout sur le site internet des universités. Ouais, enfin, vous en mettez pas. Prenez pas la tête avec les téléphones. Voilà. Si vous le regardez par rapport à la muqueuse environnante, il est plutôt plus clair, ou un peu plus verdâtre, ou un peu plus pâle, vous voyez. Là, il est plutôt plus clair que le background, que la muqueuse environnante. En coloration virtuelle. En coloration virtuelle. Pas oublier toujours le réflexe bouton coloration virtuelle, lumière blanche en bas, coloration virtuelle, réflexe, dès qu'on veut savoir de quoi on parle pour le polype. Donc, le polype hyperplasique, il est plus clair. En général, on ne voit pas trop les vaisseaux au degré de grossissement qu'on a, au zoom qu'on a. Mais quand même, on peut voir quelques petits vaisseaux en NBI, vous voyez. C'est la photo d'en bas, excusez-moi, la flèche, je ne veux pas passer par-dessus les photos. On voit quelques petites veines sous muqueuses qui traversent la lésion.
c'est ce qu'on appelle les lacis vasculaires. Donc la plupart du temps, on ne voit pas de vaisseau, mais on peut voir passer des petites veines sous-muqueuses qui traversent la lésion. C'est ce qu'on appelle les lacis vasculaires. C'est caractéristique du polype hyperplasique simple. Quand on regarde la lésion festonnée sessile maintenant, elle va apparaître en couleur très variable, parfois plus claire, parfois plus foncée, mais ses caractéristiques, c'est que très souvent, elle est recouverte de mucus. Ce mucus, il est jaune en lumière blanche, rouge ou rougeâtre en NBI, ou en BLI, ou en nouvelle eye scan. Donc, quand on voit une lésion comme ça qui est toute lisse, il ne faut pas interpréter le fait qu'il n'y a pas de relief et que c'est un cancer invasif profond. Il faut se demander si elle n'est pas simplement couverte d'une chape de mucus et essayer de bien laver pour enlever le mucus et voir en dessous le relief muqueux. Et quand on va voir de près le relief muqueux, on va voir ces cryptes rondes là, avec le fond qui est noir, qui est centré sur un point noir. D'accord ? Les autres critères diagnostiques des festonnés, c'est l'aspect en nuage de BD, là, un peu irrégulier, le fait qu'on ne voit pas bien les bords, des différents plateaux de taille un peu différentes. En tout cas, c'est une lésion un peu floue, qu'on a du mal à délimiter, couverte de mucus généralement, et qui a ce point noir au milieu des cryptes rondes. Et une petite astuce pour la détection, j'insiste, parce que les festonnés, c'est surtout un problème de détection, une fois qu'on en a vu quelques-uns pour les caractériser. Dès qu'on a une anomalie, un petit peu de surface ou de couleur dans le côlon droit, on s'arrête, on lave, et notamment on s'arrête sur toutes les zones chez un malade propre, où d'un seul coup il reste un peu de matière, un peu de mucus, c'est pas normal si le malade est propre. Tiens, ton chargeur. Mais c'est pas le même. Donc ça, faites attention, vous arrêtez, et là vous nettoyez, et vous arrêtez sur cette zone. Notamment quand on perd, ça c'est une photo typique, comment on va les détecter. Ici sur cette photo, vous voyez, vascularisation sous-muqueuse classique colique, là, et partout les vaisseaux ils s'arrêtent sur une zone, c'est pas normal. Normalement, vous devez avoir vos vaisseaux sous-muqueux partout. S'il y a une zone, il n'y a plus ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'arrête, je regarde, je mets de la coloration. Parfois, avec de la coloration sur certains festonnés atypiques, c'est pas facile, j'hésite pas à mettre de l'indigo. Et ne pas oublier, ces festonnés-là, ils aiment se balader en escadrille. J'en trouve un, je me refais tout le côlon droit une deuxième fois. Pourquoi pas pour les plus chevronnés en mettant un peu d'indigo? Parce qu'ils sont rarement tout seuls. Ils sont rarement tout seuls. Quand on en trouve un, ça veut peut-être dire qu'on en a raté d'autres. Et donc, excusez-moi pour la grosse faute d'orthographe qui revient à mon petit interne Martin Fabricius. On ne parle pas de P, hein. On parle de plusieurs pièces. Hein. Voilà, je l'avais pas vu, pardon. En tout cas, donc, pour vous montrer plusieurs festonnés, on a presque toujours le petit point noir au milieu des cryptes. On a ce mucus qui est autour et on a cet aspect un peu flasque, mal délimité, en nuage de BD. Et officiellement, selon la vraie classification initiale qui a amené tout ça, il faut 2 critères parmi ces 4 critères pour pouvoir poser le diagnostic de lésion festonnée. Et donc, ces lésions contiennent presque jamais du cancer, donc on peut se permettre de les enlever en plusieurs morceaux sans faire courir de risque au patient. Ensuite, l'adénome simple, donc il est plutôt plus foncé généralement que la muqueuse environnante, voyez. En coloration virtuelle. En coloration virtuelle, mais c'est pas toujours vrai. Vous voyez, celui-là, c'est difficile à dire. Pour autant, on va avoir l'architecture glandulaire qui est branchée, qui fait un petit cerveau, et autour de chaque structure glandulaire, un petit vaisseau qui va suivre l'architecture glandulaire et qui est bien régulier. En général, ça fait des motifs un peu géométriques, un peu comme un cerveau. Et c'est assez régulier. Je vous en montre d'autres. Hein. Là, le relief, elle est plus plane, en effet. Elle est un tout petit peu plus inquiétante peut-être, mais n'empêche que le relief est partout pareil. On n'a pas de zone vraiment irrégulière. On a des bords qui sont très bien délimités. C'est un adénome aussi. Ça aussi, vous voyez, on a des cryptes allongées. Il y a un vaisseau qui entoure chaque crypte. C'est un adénome simple. Ça aussi, on peut se permettre de l'enlever en plusieurs morceaux. On ne fait pas courir de risque aux malades de rater un cancer. Le match, un peu, vous voyez, un hyperplasique simple en chromoendoscopie virtuelle, c'est plus clair que la muqueuse environnante. Un adénome, c'est plus foncé. Ces cryptes, elles sont plutôt blanches, étoilées, avec le fond clair, alors qu'un adénome, il a des cryptes allongées, branchées, avec un vaisseau qui entoure la crypte. Voilà. L'hyperplasie qui va avoir des lacis vasculaires qui traversent la lésion, comme ça, alors que l'adénome, il a un vaisseau qui suit chaque structure glandulaire. Voilà. On rentre dans les cancers maintenant. Donc vous savez que l'endoscopie est capable de... Une question. Ouais, oui. Allez-y. Sur le photo, juste avant, il n'y a pas juste avant. Oui, c'est là. Il n'y a pas de zone un peu déprimée sur la dénome, je ne sais pas, sur la nage là-haut. Non. Là. Ici, là. Oui, là. Ouais, je pense que c'est qu'on est un peu loin et qu'elle a plusieurs épaisseurs, mais c'est pas franchement déprimé, quoi. C'est pas en dessous de la surface.
C'est peut-être pas les mêmes glandes, il faudrait qu'effectivement on se rapproche plus, c'est bien, c'est vrai que il y a une... On la voit en plus gros. On la voit en plus gros. Elle est pas... Pour autant, il y a toujours du relief à l'intérieur. On voit toujours les glandes cérébriformes, c'est ce qui contraste, c'est que là il y a une zone effectivement un peu plus brunâtre qui fait un contraste, mais ça en fait, et ça, c'est la même chose. Ça reste régulier, c'est pas franc quoi. Oui, mais vous les décrivez quand même, parce que C'est un adénome standard. Il y a toujours du relief à l'intérieur régulier, même s'il n'a pas la même forme que celui d'à côté. Pour autant, c'est pas irrégulier. Vous allez voir les autres photos de lésions à risque superficielles, vous allez voir la différence. Donc, dans le cancer, notre boulot d'endoscopiste, ça va être de différencier le cancer superficiel, enlevable endoscopiquement, et le cancer profond qu'il faut référer au chirurgien. Il y a donc deux grandes situations, on a essayé de vous dire tout à l'heure. L'adénome à risque, c'est-à-dire je ne vois pas de foyer de cancer à l'intérieur de la lésion, mais par la forme macroscopique de cette LST non granulaire, par ce macronodule, tout ça, je sais qu'il y a un risque statistique d'en trouver à l'intérieur, même si je ne l'ai pas vu à la surface. Et au contraire, il y a vraiment le foyer d'ADK superficiel, où le relief est toujours présent, mais il est très irrégulier. Là, il y a une petite zone déprimée, effectivement, aussi au sommet du nodule. Donc sur celui-là, on ne voit pas encore le cancer, mais il y a un nodule qui tranche clairement avec le reste de la lésion. Il faut se méfier. Dans celui de droite, on voit le nodule. Il n'y a pas un vaisseau qui fait la même taille. Il n'y a pas un relief qui se ressemble vraiment clairement. On est dans le risque de cancer superficiel. Et là encore, c'est des stats. Quand on voit que cancer superficiel, qu'on ne voit pas cancer profond, on a 95% de bonnes prédictions. Il y en a quand même 5% qui vont être invasifs profonds. C'était le cas de ce malade. C'était un jeune de 25 ans avec 1750 microns sur la pièce. Donc on n'avait pas vu le foyer d'invasif profond. Et quand on a repris vite fait notre base commune de dissection avec Mathieu, si on prend notre vrai sous-groupe de Connect 2C, qui aurait dû être que ceux-là qu'on fait, mais c'est 60% des malades qu'on nous a adressés sur 500 malades, ce sont des Connect 2C. Sur ces Connect 2C, il y en a 30% au final qui avaient une invasion de cancer au moins SMA. Donc vous voyez, ça marche, c'est-à-dire que finalement, on a évité de la chirurgie pour rien pour 30% des malades. Je vous remets ça rapidement pour vous le remémorer. Et maintenant, les foyers de cancer superficiel, vous voyez ça c'est ce qu'on appelle irrégulier. Là, vous voyez la zone pseudo-déprimée. Vous savez, c'est plus du tout pareil. Il y a une zone au milieu qui n'est pas grosse, qui fait 3-4 mm, qui n'a rien à voir avec toutes les zones autour. Là, le cancer, il est là, par rapport à tout le reste. Là, vous voyez bien la différence. Et en tout cas, le relief est très irrégulier. On passe dans le cancer profond. Un petit signe, donc vous voyez ici, on va avoir un background là qui est tout blanc. Il n'y a plus aucun relief, c'est tout lisse en fait. En fait, c'est une masse tumorale ronde au milieu, qui est même boursouflée à l'intérieur de la dépression. Vous voyez, ça monte, ça fait une montagne à l'intérieur de la dépression. La présence d'un nodule à l'intérieur de la dépression, au milieu de la dépression, c'est 98% de cancer invasif profond. Donc là, ça se discute pas, j'envoie au chirurgien quand j'ai à l'intérieur d'une dépression une boule à l'intérieur qui vient grossir. Et aussi, vous voyez, c'est des énormes vaisseaux tumoraux, alors que là, il n'y a plus aucun relief vasculaire. Donc c'est des gros vaisseaux tumoraux branchés les uns aux autres, mais il n'y a plus du tout d'architecture qui ressemble à du côlon normal. Et cette photo, elle est hyper intéressante parce qu'elle voit complètement les changements de dogme et de tout ce qu'on a appris à une certaine époque. C'est que cette lésion, elle fait 15 mm. 15 mm, on la touchera pas, alors qu'il y a des lésions de 10 cm qui n'auront aucun critère qu'on enlèvera sans problème. Donc vous voyez, vraiment sortir de cette histoire de taille. C'est finalement, j'analyse mes lésions et c'est mon analyse précise de ma lésion qui va me déterminer. Et des petites lésions de 10-15 mm, parfois on vous dira, il faut pas la toucher, il faut l'envoyer au chirurgien. Et des lésions de 10-15 cm, on en a enlevé de 20 cm, il n'y avait pas de cancer dedans, on a su les analyser, on les a enlevés en un seul morceau. On enlève complètement cette taille, qui est un facteur de risque, qui apparaît dans les statistiques, mais surtout, le plus important, c'est de savoir regarder la lésion. Et petit critère qui doit vous faire vous alerter, la dilatation des lymphatiques autour de la lésion, là, les petits points blancs qui sont autour des lésions, c'est pas associé au risque de cancer profond, mais par contre, quand on a ces lymphatiques dilatées, on trouve 70% de cancer dans la pièce. D'accord ? Pas un cancer forcément invasif. Donc ça veut pas dire j'ai les lymphatiques, j'envoie au chirurgien, pas du tout. Par contre, j'ai les lymphatiques, je fais vraiment gaffe, il y a potentiellement du cancer à l'intérieur de cette lésion. Alors, pour rassurer le chirurgien, je la biopsie. Et deuxième chose, si j'ai pas mon bilan d'extension, je la biopsie parce que si finalement il est métastatique, il faudra y retourner pour faire la nappe. Mais voilà. Nos chir, nous, même à Edouard Herriot, ils veulent pas une photo. Mais si le malade, il n'est pas métastatique avec votre biopsie parce que vous l'avez pas fait pile au bon endroit, il y a dysplasie de haut grade, vous dites au chirurgien, non, c'est bon, je suis sûr, c'est du cancer. Sûr que c'est un cancer. Mais voilà. Oui, dans ce cas-là, quand je vais pas la toucher et que de toute façon je vais la référer pour un traitement général ou chirurgical, là je biopsie pour avoir la nappate dans le dossier. Voilà. Mais toutes les autres, la biopsie ne sert à rien. Ok ? À rien.
Voilà. C'est pas parce qu'on a le mot cancer sur la biopsie qu'on ne va pas faire de l'endoscopie, et c'est pas parce qu'on a le mot adénome que si à côté vous avez un cancer invasif, on va la toucher si jamais c'en était. Donc il faut commencer à faire confiance à votre prédiction endoscopique et arrêter de tout baser sur la Le coup classique, c'est si vous biopsiez là, pardon. là vous aurez de la dysplasie d'Overgraft si vous biopsiez là. Et là, c'est pas toujours facile à biopsier parce que c'est de la fibrose, il y a de l'ischémie, donc... Quelques autres exemples de cancer profond. Ça, c'est la publication initiale de Kudo. Vous avez une bille lisse, quoi, une masse tumorale lisse qui n'a plus du tout d'architecture. Ce cancer-là, vous voyez, on est tout lisse. Il n'y a plus du tout de relief muqueux. Et les vaisseaux, il y en a un énorme ici, 0 là. Le background est plutôt clair, plutôt blanchâtre. Et on a des vaisseaux qui sortent par endroits. Ça, c'est avasculaire ou amorphe. Et donc, c'est du cancer profond. On ne va pas toucher. Donc, pour vous rappeler, le Connect 2C, c'est soit l'adénome à risque par sa forme macroscopique, la LST granulaire avec un macronodule, la LST non granulaire pseudo-déprimée ou plane, l'aspect discrètement déprimé 0,2C, ou alors je vois carrément un petit cancer superficiel, j'ai du pit pattern 5i, là du pit pattern irrégulier, du vascular pattern un peu irrégulier, tout ça, c'est soit du cancer superficiel, soit de l'adénome à risque, ça s'enlève comme il faut avec des marges de sécurité. Maintenant, j'ai des zones complètement ulcérées, j'ai un nodule à l'intérieur de ma dépression, j'ai une absence totale de relief muqueux ou vasculaire par endroit, je suis dans le cancer profond, j'envoie au chirurgien et je fais ma biopsie avant d'envoyer. Attention, ça a beaucoup perturbé les internes sur la première session de Connect. Quand il y a du mucus, on ne peut pas interpréter. Il ne faut pas considérer que les zones où il y a du mucus sont des foyers de cancer invasif profond. Donc c'est pas facile parfois à identifier sur des photos sur ces tests-là. Vous, dans la vraie vie, vous pouvez laver. Attention en lavant abondamment les lésions, elles se mettent souvent à saigner et ça gêne beaucoup l'interprétation en NBI. Donc voilà, ce que vous pouvez interpréter, c'est les zones où il n'y a pas de mucus, où vous voyez le relief sous-jacent. Je vous montre les petits exemples de Stanislas Chaussadière. Ça, c'est une muqueuse normale. On voit des petits vaisseaux réguliers qui entourent chaque crypte déjà, comme un peu un hyperplasique. Et on voit aussi à travers les veines profondes sous-muqueuses qui traversent. Et c'est un bon moyen, disait Jérémy tout à l'heure, de repérer les festonnés. C'est quand ces veines, elles s'interrompent comme ça sans raison, qu'au milieu du côlon, vous les voyez d'un côté et de l'autre, et au milieu, il n'y en a pas. Ben là, il faut traquer le petit festonné au milieu. Ça, c'est un polype hyperplasique. Vous voyez, il est plus clair que la muqueuse environnante. Il a des limites nettes. Il n'a pas de capillaire visible ou alors des lacis vasculaires qui traversent la lésion. Ça, c'est une lésion festonnée sessile. Vous voyez la fameuse crypte ronde avec le point noir au centre qui est pathognomonique. Vous voyez le mucus là-bas. Tout ça, c'est ininterprétable, hein, c'est du mucus. Il ne faut pas interpréter ça comme une absence de relief. On ne voit pas le relief, il est couvert par la chape de mucus. On voit bien que les bords lésionnels sont très difficiles à repérer. Et on a cet aspect un peu nuageux, un peu pâteau. Voilà, c'est pas très bien délimité, c'est un peu irrégulier et c'est couvert de mucus. Une autre, ici, avec les fameux vaisseaux traversants caractéristiques des hyperplasiques. Hein. Je vous rappelle que la lésion festonnée, c'est un type particulier de polype hyperplasique qui a un risque de dégénérescence. Donc, on peut retrouver ces aspects de vaisseaux traversants, ces lacis vasculaires, sur les festonnés. Vous les avez aussi ici. On a souvent ces petites cupules remplies de mucus à la surface des festonnés qui sont un peu moins tendues qu'un adénome, un peu moins en relief qu'un adénome. Encore un exemple, avec toujours nos cryptes rondes avec le point noir au centre, vous voyez, la crypte élargie, le point central noir, c'est un festonné, il n'y a pas à douter. Ça, c'est un adénome, bien délimité, on a des reliefs muqueux qui sont réguliers, voilà, ils n'ont pas tous la même forme dans toute la lésion, mais partout on a un relief qui est joli, et autour de chaque structure glandulaire, on a un vaisseau qui vient entourer la crypte. Toujours un adénome. Ici, je pense que cette zone-là est très moche, mais si on regarde que celle-là, ce que voulait montrer M. Chaussade, ici on a toujours un relief régulier, c'est de l'adénome. Là-bas, on ne voit pas assez pour voir, mais c'est très déprimé, c'est très inquiétant vu de loin. Et ça, voilà, c'est un cancer invasif profond, c'est tout lisse, ça saigne parfois avant qu'on arrive. Ça, c'est vraiment pas bon. Quand vous n'avez pas touché la lésion, pas lavé et qu'elle saigne déjà, c'est très 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 suspect de cancer invasif profond. Et quand on la regarde de près, vous voyez, il n'y a plus aucune structure, c'est tout lisse. Ça ressemblerait presque à un hyperplasique, sauf que vous voyez que la lésion globale n'a pas du tout la tronche d'un hyperplasique. On n'a pas une petite perle blanche au milieu du rectosigmoïde. On a un gros machin pseudo-déprimé et dont la surface est lisse, sans aucune structure, avec parfois des vaisseaux tumoraux qui saignent spontanément. D'accord ? Donc pour conclure,
on va avoir 5 grandes classes de lésions. Les hyperplasiques simples qui sont plus clairs, qui n'ont pas de relief vasculaire ou des petits vaisseaux traversants, qu'il ne faut surtout pas toucher. Les lésions festonnées sessiles qui ont le mucus à la surface, les points noirs au fond des cryptes, des bords irréguliers, un aspect en nuage, c'est les critères WASP. Les adénomes simples sont plus foncés qu'à côté, ils ont un relief muqueux régulier, ils ont des vaisseaux qui suivent chacune des cryptes muqueuses. Les ADK superficiels ou les adénomaries, c'est soit des formes macroscopiques particulières, soit des foyers de relief muqueux ou vasculaire irréguliers. Et les ADK profonds, c'est des lésions ulcérées, des nodules au milieu des dépressions ou des zones complètement amorphes avec des gros vaisseaux tumoraux. Le traitement, l'hyperplasique, on s'en fout. Il ne faut plus les toucher, il ne faut plus les envoyer en anapathe, il faut faire des économies. Les festonnés, les adénomes, on les enlève complètement, mais sans s'embêter à avoir des marges de sécurité. Les ADK superficiels et les adénomes à risque, on essaie d'avoir des marges de sécurité. Et les cancers profonds, on appelle le chirurgien et on fait un bilan d'extension. Et donc, le travail qu'a essayé de faire la CRD, c'était de vous proposer un seul tableau qui réunit les 6 classifications publiées. Voilà. Tous les critères qui sont dedans, c'est en fait par colonne ou par ligne la classification qui a déjà été décrite. Là-haut, c'est Paris. Ça, c'est la classification NICE. Ça, c'est la classification SANO. Et ça, c'est la classification Kudo. Et cette ligne-là, cette colonne-là, pardon, c'est les lésions festonnées de la classification WASP. La dernière ligne, c'est les recommandations de traitement de l'ESGE pour chacun de ces sous-types lésionnels en fonction des critères qu'on vous a exposés. Et dernière petite chose, on vous montre des petits exemples un peu rigolos. Cette lésion-là, qui ici ressemble à une LST non granulaire, vous voyez, qui ressemble à un adénome à peu près classique, mais quand même non granulaire, sur lequel il faudra s'inquiéter. Et quand on va sur la partie gauche de la lésion, on a les cryptes rondes avec le point noir au milieu. Donc ça, c'est une festonnée qui a dégénéré et qui est probablement dysplasie de haut grade avec la LST non granulaire qui est à côté. Donc voilà, pour ceux qui se demandent comment on fait pour trancher, on prend l'histologie la plus péjorative. S'il y a des critères de festonnée à gauche et à côté il y a un cancer superficiel, voilà, on va prendre le diagnostic le pire des deux. Mais on peut retrouver assez facilement le critère de festonnée, le critère d'adénome. Et là, l'anapathe, on lui a dit, c'est une festonnée dégénérée. Elle nous a répondu, ouais, il y a une partie adénomateuse, clairement, en dysplasie de haut grade, et une partie encore festonnée classique. Donc, voyez la partie droite de LST non granulaire, un peu irrégulière, qui fait évoquer un ADK intramuceux. Et celle-ci, c'est mon collègue Daubenat qui nous l'a envoyée, parce qu'on était dans le bas rectum à 5 cm. Il avait déjà quand même bien vu qu'il n'y avait plus du tout de relief à la surface, que c'était un espèce de gros nodule tout fixé, que quand on se rapprochait, on avait des gros vaisseaux tumoraux, mais plus aucun relief muqueux, que la tumeur était toute lisse. Mais bon, dans le doute, à 5 cm de l'anus, bien sûr, on a disséqué, parce que l'enjeu d'être à 1000 microns ou d'être à 3000 n'était pas le même. Mais cette lésion, elle faisait 3800 microns dans la sous-muqueuse. Voilà, on a eu beau être R0, pas d'embole, pas de budding, le risque de ganglion est tel qu'on l'a envoyé au chirurgien derrière. Donc, sur notre prédiction endoscopique, on savait d'emblée qu'on allait probablement à la casse. Après, l'enjeu dans le bas rectum... Après, c'est l'histoire de stats. C'est l'histoire de stats. Nous, on sait les enlever, les malades, ça se passe bien. Si on sait que c'est 70% de chance qu'il y ait une chirurgie secondaire, on peut dire aux malades, vous avez 30% de chance d'éviter l'amputation ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est plutôt 95,5, quoi. Et la dernière chose, pour répondre à une question qui m'a été posée quand je ramassais les courriers, on m'a posé comme question, il y a une lésion, il nous manquait comme information une injection pour savoir si elle s'est décollée. C'est pas le sujet du topo. Le signe du décollement, vous avez appris il y a 15 ans comme référence pour savoir si une lésion était résécable ou pas, c'est de la merde. Tout a évolué. On s'est rendu compte avec une nouvelle publication des nouveaux outils que finalement maintenant, nous, 70% des lésions qu'on nous envoie en nous demandant notre avis qui ne s'est pas décollé, on arrive à les réséquer. Pour 2 raisons, c'est pour ça qu'on demande des photos plutôt que d'essayer d'injecter. La fibrose, qu'on voit beaucoup en dissection sous-muqueuse dans le côlon, dès que vous êtes sur un angle, sur des plis, on voit quand on passe sous la lésion qu'il y a énormément de fibrose, donc ça se décolle mal, même en dissection, et pourtant c'est des adénomes simples parfois, sans aucun cancer, ça n'a rien à voir. Et la deuxième chose, je suis désolé, c'est dans un cas sur 2, l'injection a été mal faite. Dans un cas sur 2, l'injection a été mal faite, trop profonde, il y a une part dans le muscle, ça s'est mal soulevé. Et donc finalement, les études qui ressortent maintenant, c'est que le signe du soulèvement n'est pas un bon signe, et qu'il vaut mieux que vous, dans ce cas-là, vous nous fassiez des belles photos comme ça, vous nous envoyez par mail des très belles photos bien faites, et c'est pas facile à faire, et peut-être qu'un jour on fera un topo sur comment faire des belles images, et là on pourra vous dire, sans savoir même si vous avez essayé d'injecter ou pas, c'est bon ou c'est pas bon. Et évidemment, nous, si derrière vous avez un doute sur votre résécabilité, surtout il y a 2 solutions. N'injectez pour vous que si vous pensez que vous allez réséquer dans le même temps.
n'injectez pas pour voir, parce que par contre derrière, nous, ça nous complique énormément le geste si vous avez injecté pour voir et que vous dites, ah ben ça s'est soulevé, donc je pense qu'elle est résécable, parce que là, ça complique la procédure. Voilà, je vous remercie.